Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le rhumatisme psoriasique est un rhumatisme inflammatoire chronique qui entraîne d'importantes douleurs inflammatoires au niveau des articulations. Les plus touchées sont celles des mains, des genoux, des pieds et de la colonne vertébrale. Le rhumatisme psoriasique est le troisième rhumatisme inflammatoire derrière la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Irène. Bienvenue Irène. Merci. Est-ce que tu veux peut-être commencer par te présenter ? Je m'appelle Irène Picot, j'ai 51 ans et donc je suis atteinte d'un rhumatisme inflammatoire chronique depuis 2006 qui a été initialement diagnostiqué comme étant une polyarthrite rhumatoïde et puis qui s'est avéré finalement être un rhumatisme psoriasique périphérique. Alors, comment la maladie t'a-t-elle été diagnostiquée ? Quels sont les symptômes que tu as eus ? Alors, les premiers symptômes qui sont apparus, c'était un gonflement extrêmement intense, violent et douloureux au niveau des articulations de la main gauche, de l'index et du majeur. C'est apparu vraiment de manière extrêmement brutale à tel point que j'ai pensé que je m'étais fait piquer par un insecte. D'accord. La main est devenue très très enflée, très chaude, très comme une grosse piqûre d'insecte. C'était au mois de mai 2006, donc à une période où il commençait à y avoir des bestioles. Donc je me suis pas trop inquiétée au départ. Et puis en quelques jours, le gonflement ne disparaissait pas. La douleur s'est même amplifiée. Et puis rapidement, j'ai eu le même type de symptômes à la main droite. Très vite, dans les semaines qui ont suivi, d'autres douleurs au niveau des articulations des mâchoires, au niveau des hanches, au niveau des pieds, avec une grosse fatigue. J'ai compris que c'était pas une piqûre d'insecte et que c'était plus important que ça. À l'époque, je suis biologiste, je dirigeais un laboratoire d'analyse médicale du fait de mes antécédents familiaux parce que ma mère et ma grand-mère avaient elles-mêmes des rhumatismes inflammatoires. Puis du fait de mes connaissances professionnelles, je me suis très vite posé la question d'un problème inflammatoire en tout cas. Donc je me suis fait un bilan biologique. De l'inflammation qui était positif. Il y avait des signes d'inflammation. Et puis, je suis allée passer une radio de cette main gauche qui était vraiment la zone la plus douloureuse et plus handicapée parce que je pouvais pratiquement plus me servir de la main. En fait, la radio a mis en évidence des érosions, en fait, donc comme des petites destructions déjà au niveau des articulations de cette main. Et le radiologue a mis sur le compte-rendu que c'était évocateur d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc déjà là, entre les symptômes, ce que moi j'avais vu dans mon bilan sanguin et cette radio et ce mot qui était posé dans ce compte-rendu, on avait déjà bien avancé sur le diagnostic. J'ai consulté mon médecin généraliste qui est allé dans ce sens-là aussi et rapidement je suis allée, donc c'était au mois d'août, je suis allée consulter un rhumatologue au centre hospitalier de Marseille où j'habitais et c'est lui qui a vraiment verbalisé le diagnostic de polyarthrite à l'époque. Comment tu l'as vécu de savoir effectivement, de poser des mots sur ta douleur ? C'est bizarre parce que tant que c'est moi qui m'étais un petit peu annoncé ce diagnostic, même s'il y avait eu la confirmation par le généraliste et le radiologue, finalement j'occultais un peu la chose. J'avais pas envie que ce soit ça, donc tout en me disant que ça l'était.
C'est ça qui est curieux, c'est cette espèce de contradiction. Voilà, je ne voulais pas que ce soit ça, donc je ne voulais pas l'entendre et en même temps je souffrais. Quelque part, j'avais besoin de l'entendre pour être soignée. Alors, ce qui fait que pendant 3 mois, j'ai vécu avec ces douleurs, avec simplement un traitement antalgique, anti-inflammatoire basique. C'était les vacances avec mon mari, mes enfants. Je souffrais beaucoup, j'avais du mal à parler, mais voilà, je continuais à poser un voile là-dessus. Et malgré tout, devant l'augmentation des symptômes, j'ai pris la décision de voir ce rhumatologue. Et je suis allée le voir en me disant, bon, après tout, en gros, je sais ce que j'ai. De par mon métier, je connais les traitements. Donc, voilà, je sais qu'il va me confirmer ce que je sais déjà. Je sais quel traitement il va me donner. Donc, je suis allée à l'hôpital toute seule, presque sereine, en me disant, bon, voilà, ça va confirmer ce que je sais déjà. Et puis c'est tout. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que au vu des radios, il m'a annoncé que j'avais une polyarthrite rhumatoïde sévère. Alors là, le mot sévère, ça m'a fait un choc. Je m'attendais pas à ça, et du fait qu'il y avait une évolution aussi rapide, voilà, ce mot-là m'a ébranlée. Et puis il m'a donc donné le traitement auquel je m'attendais, le traitement classique de la polyarthrite rhumatoïde, qui est le méthotrexate. Et tout en me disant, écoutez, vu à la rapidité à laquelle ça a l'air d'évoluer, attendez-vous à ce que dans les mois qui viennent, je rajoute un traitement ciblé supplémentaire, une biothérapie, parce que là, vous avez déjà un handicap fonctionnel, parce que j'avais beaucoup de mal à marcher, à parler. Donc, il va falloir agir probablement assez fort. Donc là, j'ai ramassé ça vraiment comme je dis toujours comme un tsunami, quoi. J'étais dans le cabinet, j'ai l'impression d'être prise dans une grosse vague, et je suis sortie de là en titubant. Je suis arrivée dans la rue, j'ai pas réussi à aller jusqu'à ma voiture. Il a fallu que je m'assoie sur le trottoir. Et là, en fait, la vague est montée. J'ai vraiment des cascades de larmes. J'ai compris qu'il y avait eu ma vie avant et qu'il y aurait ma vie après avec la maladie, que ça serait plus pareil, quoi. Et là, c'est curieux, parce que c'est vraiment cette annonce-là qui m'a fait prendre conscience du changement que ça allait avoir sur la vie en général. Alors, par contre, explique-nous, parce que donc il t'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, et aujourd'hui, en fait, il y a eu un changement de diagnostic, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est lui-même d'ailleurs qui a fait évoluer le diagnostic. Donc, en fait, à l'époque, ça a été diagnostiqué polyarthrite rhumatoïde par rapport aux symptômes, en particulier au niveau des mains, par rapport aux érosions aussi qui étaient au niveau des radios. Et biologiquement, pour diagnostiquer la polyarthrite rhumatoïde, il y a un test qui s'appelle les anticorps anti-CCP ou anti-ACPA, anti-peptide citruliné. Enfin bref, des auto-anticorps qui signent avec pratiquement une certitude la polyarthrite rhumatoïde. Et en fait, je n'ai pas ces anticorps. Et à l'époque, ils n'étaient pas encore très utilisés. Et donc, ça s'appelait polyarthrite rhumatoïde séronégative, sans anticorps. D'accord. Et avec l'évolution des connaissances, on s'est rendu compte que on cherche chez les gens qui ont ces formes-là de polyarthrite séronégative, sinon pas des symptômes en lien avec du psoriasis. Et en fait, j'avais des symptômes que je ne savais pas que c'était du psoriasis. Donc, j'avais des symptômes de psoriasis, ce qu'on appelle inversés, c'est-à-dire au niveau des muqueuses. Voilà, pas forcément sur la peau, comme on a l'habitude de connaître, au niveau du cuir chevelu, etc., mais au niveau des muqueuses. Donc, moi, je ne savais pas du tout que c'était en lien avec ma maladie, donc j'en avais pas. Voilà, tant que le rhumatologue ne m'avait pas questionné là-dessus, j'avais pas jugé utile de parler de petits désagréments que j'avais au niveau des muqueuses. Et en fait, c'est avec l'évolution des connaissances en fait sur les rhumatismes inflammatoires chroniques, l'évolution de mes symptômes aussi, qu'un jour il m'a dit, écoutez, je pense que ce n'est pas une polyarthrite rhumatoïde que vous avez, mais un rhumatisme psoriasique.
Et finalement, à l'époque, c'était pas très gênant parce que les traitements qu'on donnait dans les deux cas étaient les mêmes. Et depuis, les connaissances ont beaucoup évolué et les traitements, il y a des traitements qui sont communs, mais il y a aussi des traitements spécifiques du rhumatisme psoriasique. Donc c'est important que j'ai été réétiquetée en cours de route. Donc on te retrouve assise sur ton trottoir en larmes après le diagnostic. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Eh ben, il a fallu que je me relève, au sens propre, que je me relève, que j'avais 30 kilomètres à faire pour rentrer à la maison. J'ai regretté de pas avoir demandé à mon mari de m'accompagner. Je m'étais sentie très forte et puis là, je me suis sentie toute petite. Donc, il a fallu que je me relève et que je puisse de l'énergie, mais j'en avais pas beaucoup. Et heureusement pour moi, j'ai quelque chose qui m'aide, c'est que je suis très gourmande. Et là, en face de moi, quand j'ai relevé les yeux, il y avait une boulangerie. C'était en plein milieu de l'après-midi. Et je me suis dit, oh là, vraiment, j'ai besoin de m'offrir un sacré bon goûter. Donc, j'ai repris, je me suis dit, bon, allez, hop, d'abord et avant tout, on se fait un petit plaisir là, maintenant, tout de suite. Et après, on avisera. Donc, je suis rentrée à la boulangerie. Je me suis fait bien plaisir. Et ça m'a fait du bien. Voilà. À ce moment-là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, je reprends des forces là, maintenant, à l'instant T. Puis, on va reprendre la voiture, on va rentrer à la maison et en réfléchissant pendant le trajet, en fait, à tout ça. Mais ça a été ma première décision. Ça a été de me faire plaisir. Tu as raison. Un bon petit remontant, ça aide aussi à avoir les idées plus claires. Du coup, comment est-ce que ça a impacté alors à la fois ton quotidien, mais aussi ta vie professionnelle? En fait, mon quotidien et ma vie professionnelle, c'est un ensemble. J'étais jeune, j'avais 36 ans. J'avais installé mon laboratoire depuis quelques années. C'était tout finalement assez récent, tout ça. J'étais une jeune femme super active avec des enfants. J'avais installé ce laboratoire, j'étais pleine de projets pour en assurer l'expansion. J'étais installée dans un petit village avec des patients, des familles avec lesquelles j'établissais des liens privilégiés. J'étais bien j'étais équilibrée dans ma vie professionnelle et personnelle. Et là, en fait, déjà physiquement, j'étais très diminuée, donc c'était compliqué pour moi de tenir physiquement parce que j'avais des journées qui étaient chargées et là il fallait que physiquement je tienne et j'avais du mal par moments à me mouvoir, j'avais du mal à articuler au téléphone, j'étais extrêmement fatiguée, ce qui fait que j'avais même du mal à réfléchir par moments. Et ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais l'habitude d'être multitâche comme beaucoup de femmes, mais et y compris au niveau professionnel, donc je gérais plein de choses à la fois. Et là, mon cerveau était tellement axé sur la douleur que finalement, j'étais devenue monotâche. Mon cerveau ne savait finalement, le seul message que je recevais en permanence, c'est j'ai mal. D'accord. Et ça a été très compliqué parce que j'aimais tellement mon métier que malgré tout, j'essayais d'y trouver de l'énergie et de la force, de quoi donner un sens à ma vie, quoi. Et donc le peu d'énergie que j'avais, je le mobilisais pour être présente avec mes techniciennes, avec mes patients. Et puis à la maison, par contre, dès que je rentrais, j'étais une loque, quoi. Je rentrais à la maison, je me faisais griller 2 tranches de pain de mie, je me faisais une tasse de thé et je prenais mon plateau, j'allais me coucher avec ça et j'arrivais même pas à consacrer quelques minutes à ma famille, quoi. C'était, j'arrivais plus, quoi. Je rentrais épuisée à la maison. Donc forcément, j'avais plus de force du tout, ni physique ni morale en fait. Donc ça a été très compliqué parce que forcément ça a eu des répercussions sur notre vie de famille. Et puis petit à petit, cet état a fait que je n'ai pas pu continuer à exercer mon métier parce que je m'en sentais plus capable ni physiquement ni intellectuellement. Et là, ça a été un constat d'échec terrible pour moi.
de voir que même intellectuellement, j'avais perdu mes compétences, quoi. Ouais. Donc, oui, puis que tout ce que tu avais construit de toi-même, tu devais l'abandonner, en fait. Exactement, ce que j'avais construit de moi-même, ce que nous avions construit, parce que mon mari m'avait beaucoup accompagnée dans mes projets professionnels. Donc, c'était un renoncement à tout point de vue. Et ça a été vraiment très dévastateur pour moi. Je pense que ça répond un petit peu à la question, mais quels sont les grands défis que tu as dû rencontrer et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter? Le premier défi, finalement, ça a été de m'avouer ça, que je n'étais plus capable au bout de 5 ans, parce que pendant 5 ans, j'ai travaillé en étant malade. Oui. Au bout de 5 ans, mon premier défi, ça a été de m'avouer que je n'étais plus capable de le faire et de me dire qu'il fallait que je me consacre à moi, à mes soins, à du repos, et finalement que le peu d'énergie que j'avais, c'était à mes enfants et à ma famille qu'il fallait que je les consacre. Et là, il a fallu ça a été ça vraiment le grand défi, et finalement ça a été un défi à la fois en termes personnels et familial et finalement presque professionnel. Il a fallu que je retrouve une place dans la société, parce que je me suis en cessant mon activité professionnelle, en restant à la maison, j'ai eu l'impression de disparaître. J'ai vu que la Terre continuait à tourner sans moi, et finalement aussi je me sentais très diminuée au regard de mes proches, de plus avoir quoi que ce soit d'intéressant à leur raconter, de plus représenter quelque chose dans la société. Pour mes proches aussi, j'avais l'impression que je ne représentais plus rien non plus, que je n'avais plus de valeur. Et donc il a fallu, ça a été vraiment mon grand défi, c'est de retrouver une place dans la société, à la fois pour mon bien-être, ma reconstruction personnelle, et aussi à la fois pour reconstruire ma vie de famille. Donc ça a été vraiment, c'était ça mon grand défi. Oui, j'imagine surtout que on le comprend, c'est pas par choix quelque part. Cette décision t'a été imposée par la maladie, donc c'est ce qui est difficile. Elle m'a été imposée, et en même temps c'est moi qui ai dû la prendre. J'avais ma part de responsabilité dans cette décision, donc je la subissais, mais aussi j'ai été active dans cette décision-là. Ça a été difficile parce que elle n'a pas été prise sans moi. Il a bien fallu que je la prenne. Et c'est pour ça que je dis que ça a été mon premier défi, ça a été de dire stop. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que je fasse une grosse pause. Je savais pas du tout ni sa durée, ni ce que j'allais faire de cette pause. Je ne savais pas. Mais je me suis dit, il faut que je fasse une grosse pause, que je la mette à profit pour changer de vie, parce que j'ai compris que j'allais changer de vie. Et ça a été ça la première grosse étape. Et alors, explique-nous comment tu as réussi du coup à te reconstruire une nouvelle vie quelque part. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment une nouvelle vie, parce que maintenant je suis bien dans ma nouvelle vie. Et bien en fait, une fois que je me suis consacrée à mes soins, à prendre du repos et à m'écouter un peu finalement, les traitements ont mieux marché. Donc ce qui fait que ils ont commencé à mieux fonctionner, et j'ai commencé à moins souffrir, j'ai commencé à regagner en mobilité. Et j'ai été encouragée par mon mari et mes enfants. Et là, en fait, j'ai retrouvé de l'envie de faire quelque chose. Et je me suis dit que je venais de vivre une expérience vraiment très, 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 très forte, et que quelque chose qui m'avait beaucoup aidée, quand même, c'était mes connaissances et ma pratique professionnelle. Je me suis dit finalement, ça m'a bien aidé à comprendre le langage des médecins, à comprendre à quoi sert mon médicament, pourquoi je le prends, pourquoi je dois le prendre, comment j'ai pu trouver certaines ressources en moi, tout ça. Je me suis dit, là, j'ai vécu quelque chose de très fort avec mon expérience de malade, mais ce qui m'a beaucoup aidée finalement, c'est ce que je pouvais savoir déjà, ou l'information à laquelle je pouvais accéder, parce que je savais comment faire pour accéder à l'information.
Et je me suis dit, ça, peut-être que je pourrais me rendre utile auprès d'autres malades en partageant avec eux cette expérience de malade d'une part, et en même temps mon savoir. Je me suis dit, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de ça. Et c'est comme ça que j'ai choisi de contacter une association de patients, pas du tout à la base en tant que malade, qui voulait recevoir de l'information, de l'aide, du soutien, alors que finalement, dans les années que je venais de passer, si j'avais fait la démarche, ça m'aurait bien aidé. Oui. Mais j'ai pas fait cette démarche. C'est dommage. J'y suis allée pour donner quelque chose. Et non pas pour, au départ, c'était ça. Donc, mon idée, ça a été, je sens que j'ai quelque chose à offrir à d'autres malades. J'ai du soutien à leur apporter. Je sais pas encore comment, je sais pas quand, sous quelle forme. Mais il doit y avoir, je sentais que j'avais quelque chose à proposer à d'autres malades. Et en fait, je suis allée au salon de la polyarthrite, à Nice, cette année-là. Et d'ailleurs, ça a été la première sortie en voiture que j'ai faite. Il y avait 2 heures de route, et pendant les années précédentes, j'étais incapable de rester assise en voiture pendant 2 heures. Donc, c'était déjà un défi, victoire pour moi, un défi vraiment, d'aller en voiture à Nice. Je suis allée au salon de la polyarthrite, et là-bas, alors moi je m'attendais à une association de patients, à voir plein de gens qui se plaignaient, qui se morfondaient, tout ça. Et là j'ai trouvé plein de malades qui étaient super actifs, super gays. Il y avait des conférences médicales de haut niveau. Ça m'a vachement surprise. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on propose à ces patients. Et je voyais qu'en plus, ils comprenaient beaucoup de choses. Et là, je suis allée voir les représentantes de l'association, la déléguée de PACA à l'époque. Et je lui ai parlé un petit peu, je lui ai expliqué ce que je venais de traverser, et je lui ai demandé si elle pensait que je pouvais être utile à l'association. Elle m'a dit, mais évidemment, bien sûr que tu peux être utile. Et je lui dis, mais je sais pas comment, etc. Elle m'a dit, écoute, on en reparlera, mais oui, tu peux être utile. Quand tu te sens prête, tu me téléphones, et on voit comment. Donc, j'ai laissé un peu mûrir encore les choses, et puis peut-être 2-3 mois après, je l'ai appelé, et puis ça s'est fait comme ça. Et là, en fait, j'ai commencé à ce moment-là, à vouloir vraiment m'impliquer auprès des autres patients. J'ai à l'époque créé la délégation donc de la FPRIC, l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, à Marseille. Il n'y avait pas de délégation. Et j'ai commencé par organiser des petites réunions où juste on échangeait avec les autres malades. Et là où j'ai été très très surprise, c'est que là où j'étais allée dans cette association pour aider les autres malades, et chaque fois que j'organisais une réunion, qu'on discutait ensemble, chaque fois je sortais de là regonflée à bloc, avec une énergie pas possible. Et en fait, c'est les autres malades qui m'ont aidé aussi. Puis là, ça de créer cette délégation des Bouches-du-Rhône, de me rendre utile. De retrouver une place, de retrouver du lien avec les professionnels de santé, puisqu'on construit beaucoup de choses ensemble, etc. Eh bien, ça m'a permis de me reconstruire, de me redonner une identité. J'avais plus d'identité, et là, j'étais à nouveau quelqu'un qui avait des choses un rôle à jouer. Et ça m'a beaucoup aidé aussi vis-à-vis de mon image par rapport à ma famille. Je me suis sentie plus forte, et j'ai vu que les yeux brillaient à nouveau aussi de mon mari, de mes enfants, qui m'encourageaient dans tout ça. Et voilà. Et après, je suis partie comme ça a été une boule de neige. J'ai plus arrêté de faire des choses,
de me former, de me former pour mieux informer les patients. J'arrête. On sent de toute façon, même dans ton parcours professionnel, que ton désir d'aider les autres, dans ce que tu racontes, voilà, c'était tes patients dans le laboratoire. On sent que tu voulais en prendre soin. Et là aujourd'hui, avec ta nouvelle activité, tu es là encore une fois pour pouvoir aider les autres. Et c'est vrai que j'avais choisi un métier où j'étais là où j'avais envie en tout cas, la manière dont j'exerçais mon métier, c'était toujours dans le but d'accompagner les malades. Oui. Et c'est vrai que, finalement, c'était ma vocation. Quelque part, je m'y retrouve aussi, sauf que là, j'ai quelque chose en plus, finalement, c'est que je vis la maladie. Et ça, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas aider les autres malades de cette manière-là. C'est pas possible. Il faut vraiment avoir traversé ça, avoir vécu certaines choses très très violentes ou très fortes au sens positif du terme aussi, pour pouvoir aider les autres malades. Et au niveau de ta famille, du coup, j'imagine, comme tu le disais, ça a eu un impact aussi très positif. Oui. Parce que là, les relations s'étaient tellement délitées parce que il y avait de l'appréhension de la part de mes proches. Ils me voyaient m'abîmer quelque part et ils étaient impuissants, ils n'arrivaient pas à m'aider. Et puis moi, en tant que maman, en tant qu'épouse, j'y arrivais pas. Donc et là finalement le fait que j'aille mieux, ça a été positif pour tout le monde parce que il y a une nouvelle énergie dans notre famille et ça nous a permis vraiment de nous ressouder et je dirais même plus fort qu'avant parce que on a finalement cette tornade, on l'a vécue ensemble. Je les ai entraînés avec moi. Et ce qui fait qu'en sortir de cette tornade, ça a été aussi, dans l'autre sens, les faire sortir aussi. Ce qui fait que les faire sortir de là avec moi, qu'on en sorte tous ensemble, ça nous a permis d'établir des liens familiaux qui sont très, très, très forts. Tu en es où aujourd'hui par rapport à la maladie ? Alors, par rapport à la maladie, évidemment, elle est toujours présente. Oui. Elle est toujours présente, mais je l'ai apprivoisée. J'ai des symptômes, j'ai des journées, j'ai des journées qui sont moins agréables que d'autres. Je souffre encore parfois. Il y a des périodes plus faciles que d'autres, mais je sais que je ne m'inquiète pas parce que je sais quand ça va pas que ça ira mieux dans quelques jours ou quelques semaines. Donc je patiente. Je m'inquiète pas. Alors qu'au début on se demande quand est-ce qu'on va sortir de là, etc. Là, je me pose plus ce genre de questions. J'attends que ça arrive. J'ai envie de dire, tu te manifestes, ok. Écoute, c'est quand on aura marre, ça ira mieux. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à la maladie. Les traitements, je les supporte plutôt bien. Ils marchent plutôt bien. Je trouve, je vais le mieux possible. Et surtout, la maladie ne m'empêche pas de faire beaucoup de choses qui sont importantes pour moi. De tout simplement de faire du vélo, d'avoir des activités physiques, d'avoir repris une vie sociale parce que j'avais plus de vie sociale. Voilà, donc je me sens, je l'ai apprivoisée, elle est là. Je sais qu'elle sera là tout le temps et donc je ne lutte plus. D'accord. Je ne lutte plus. Je sais qu'elle fait partie de ma vie. Et ça ne t'empêche pas d'avoir des projets ? Oh non, j'allais même dire au contraire. Au contraire, puisque c'est ça qui est fou, c'est que c'est la maladie qui m'a donné l'occasion d'avoir une autre vie et d'avoir d'autres projets, qui fait que là, je suis revenue depuis un peu plus d'un an dans ma région d'origine, la Bretagne. D'accord. Et là, je développe les activités associatives que j'avais déjà entamées avant, puisque j'ai aussi des responsabilités au plan national de l'association. J'ai été élue au bureau, je suis au comité de rédaction et
finalement, ici en Bretagne, ça m'a donné une légitimité pour entamer des choses. Et je me suis formée il y a quelques années maintenant à l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP. Et donc, je suis devenue ce qu'on appelle patiente experte. Ce volet-là, en fait, que je développe le plus. Alors ici, je fais partie intégrante d'une équipe d'éducation thérapeutique qui s'est formée au niveau d'une maison de santé pluridisciplinaire dans la petite ville dans laquelle j'habite. Oui. Alors c'est très très intéressant parce que je fais partie complètement de l'équipe. Je travaille avec eux pour accompagner les patients qui vont rentrer dans les programmes d'éducation thérapeutique qu'on construit spécialement pour eux. Donc là, je travaille avec les professionnels de santé et j'ai vraiment toute ma place. Je suis complètement intégrée à cette équipe. C'est vraiment très intéressant. Et en même temps, le fait que je sois malade, qui fait que je me sens utile auprès des autres malades chroniques. C'est voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est par mon vécu que je me sens utile pour eux, y compris dans ce schéma de l'éducation thérapeutique du patient. Et j'avais commencé à le faire à Marseille où j'habitais avant, et là ça se développe de plus en plus ici en Bretagne. J'ai intégré une association qui œuvre dans ce qu'on appelle le partenariat de soins, et en particulier dans la formation initiale des professionnels de santé. D'accord. Donc ça veut dire qu'avec d'autres patients et avec des professionnels de santé formateurs, on contribue à la formation des étudiants en médecine, à la faculté de médecine. Et en particulier, on travaille avec eux sur la manière dont les patients peuvent contribuer de manière très active aux décisions qui les concernent avec les médecins. C'est important pour ça que les jeunes médecins et les étudiants soient formés dès les premières années de leurs études. Voilà. Donc là, actuellement, je suis très impliquée dans ce processus de formation et de partenariat de soins, et on a pour projet de le développer, c'est plus que des projets, on est en train de le développer auprès d'autres professionnels de santé, donc auprès des étudiants en dentaire, par exemple. D'accord. Voilà, c'est vraiment des projets très, très intéressants. Je sens que j'ai toute ma place et en même temps, je me dis que je contribue à ce que les malades et les professionnels de santé de demain sachent mieux dialoguer ensemble, sachent mieux construire la relation et prendre des décisions ensemble. Bah c'est super, c'est vraiment on sent que tu as trouvé ta voie malgré la maladie, ou peut-être grâce à la maladie, tu as trouvé une belle voie. Ouais. J'ose le dire, oui, grâce à la maladie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui peut-être viennent d'apprendre qu'ils souffrent de rhumatisme chronique? Eh bien, je leur dirais indéniablement leur vie sera différente avec ce rhumatisme inflammatoire chronique que ce qu'elle a été sans. Mais que il va falloir certainement pendant quelque temps courber les chines, laisser certaines choses les frapper, se dire que finalement c'est normal, que c'est comme ça, qu'il faut se faire le gros dos pendant quelque temps, et que pendant cette période-là où finalement il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, c'est le moment de réfléchir à ce qui est vraiment capital pour soi, personnellement. Quelles sont réfléchir sur ses valeurs, se poser la question, si on m'enlevait tout, qu'est-ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment important pour moi? Et finalement, se donner les moyens petit à petit, pendant qu'il va y avoir des petites fenêtres de ciel bleu pendant cette période d'orage, petit à petit, orienter ses choix de vie, ses nouveaux choix de vie, en fonction de ses réflexions sur ses valeurs. Puis aussi peut-être ne pas oublier de se faire plaisir de temps en temps dans la boulangerie du coin, parce qu'un bon petit remontant, ça aide.
Exactement, mais ça fait partie justement des réflexions que je me suis faites sur mes valeurs. Je me suis dit que peut-être pendant toutes ces années avant que je tombe malade, je m'étais pas trop penchée sur moi, sur mes désirs les plus intimes et en particulier sur la notion de ce qui me faisait vraiment plaisir. Et là oui, ça aussi, ça ferait partie des conseils que je donnerai, c'est penser à se faire plaisir à soi-même. Voilà, vraiment. Merci beaucoup Irène, en tout cas, ça a été pour nous un plaisir de t'accueillir et de discuter avec toi. Merci pour ton partage d'expérience et puis bravo, parce qu'effectivement, on voit que tu as eu une belle reconstruction et que ton objectif aujourd'hui, c'est de donner aux autres. Donc vraiment bravo, bonne continuation à toi. Merci. Et puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles. Avec plaisir. Merci.